So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. From fresh kicks to perfect gifts, there's always a find. Levi's, Paige, Frame, all the best denim. Why do I rack? Because check out these boots. I always score at Rack. Head to your Nordstrom Rack store to find amazing deals on all things winter. Great brands, great prices, that's why you rack. La soirée continue, se passe, et puis les verres s'enchaînent. Et moi, au bout d'un moment, je sens que le verre d'après sera celui de trop, et j'ai envie de faire les choses quand je fais encore bien. Je la regarde à un moment, on est dehors, on fume une cigarette, et je lui dis, en fait, je crois que j'ai très envie de t'embrasser. Est-ce que je peux ? Et là, quelque chose de terrible se passe, c'est qu'elle me dit oui, mais pas maintenant. Et moi, je n'entends pas la seconde partie de la phrase, j'entends juste le oui. Et donc, je l'embrasse. Et en fait, elle voulait pas que toutes les dégommeuses nous voient et être, parce qu'elle était un peu timide. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, je reçois à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert une rencontre qui l'a intensément marquée pour un jour, une nuit, quelques années ou toute une vie. J'espère que ces témoignages seront pour toi une source d'inspiration pour comprendre et vivre mieux tes émotions amoureuses. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, si tu veux t'inspirer, partager et échanger sur l'amour et les rencontres, rendez-vous sur Instagram et sur la chaîne YouTube @Crush le podcast. Aujourd'hui, je suis avec Joséphine, en visio. Joséphine, comment vas-tu ce matin ? Bonjour MC, aujourd'hui ça va très très bien. On a eu quelques problèmes de connexion, mais j'espère qu'on va y arriver. Ouais, c'est pas la première fois qu'on essaie, mais j'y crois. Joséphine, effectivement, tu m'as envoyé un mail il y a plusieurs mois déjà pour me raconter une très belle histoire. Et on arrive enfin aujourd'hui à se voir pour écouter ton témoignage. J'ai hâte que tu me racontes cette histoire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Joséphine, est-ce que je peux, s'il te plaît, te demander de te présenter en 5 hashtags ? Oui, l'exercice, c'est pas facile. J'ai beaucoup hésité et j'ai fini par terminer l'exercice il y a 3 minutes. En premier, je dirais sport. Ensuite, je dirais hypersensible. Ensuite, je mettrais Inde. Après, je mettrais un hashtag lesbienne. Et finir par un hashtag abîmé ou violence. Mais j'imagine qu'on en reparlera. Alors attends, si on essaie de mettre un peu les sous-titres sous ces hashtags. Sport. Le sport a une place importante dans ta vie ? Ouais, c'est ma source d'équilibre. J'en ai un besoin quotidien pour mon équilibre de vie mentale, pour me sentir bien, pour mieux vivre mes émotions. Et puis parce que j'adore ça et donc j'en fais plein. Tu fais quoi comme sport ? Je cours, je trail, je fais de la muscu, je fais du vélo. Et voilà, je me mets des petits défis de temps en temps pour essayer de valider des kilomètres ou de repousser un peu les limites, quoi. Après, tu m'as dit hypersensible. Tu l'interprètes comment, toi, ce hypersensible ? Je me suis un peu documentée sur le sujet. J'ai une tendance à être assez à fleur de peau, en tout cas à vivre les émotions de manière décuplée. Donc, la joie, l'émerveillement sont décuplés, parfois pour des toutes petites choses. Mais à l'inverse, la tristesse ou juste l'émotion de pleurer sans parfois même savoir pourquoi, ou parce que je vois quelqu'un qui est triste, ou parce que je vois parfois quelque chose de joli. J'ai la larme assez facile et j'en ris presque après. Et puis, il y a plein d'autres caractéristiques dans le fait d'être hypersensible, mais on ne veut pas épiloguer là-dessus. Mais en tout cas, il y a pas mal de critères dans lesquels je corresponds. Et alors, le hashtag Inde suscite ma curiosité aussi. J'imagine, j'y ai vécu pendant 1 an et demi pour une expérience de volontariat de solidarité internationale. Et ça a été une expérience assez constructive pour le mois d'aujourd'hui. Et donc, ça a marqué une rupture entre le mois d'avant, on va dire, et le mois que j'ai construit et que je suis aujourd'hui. Et donc, ça a été une expérience assez riche
très intense, parfois trop, qui m'a abîmée autant m'a appris sur moi, mais du coup, elle est fondatrice. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour ces hashtags et ces sous-titres, Joséphine. Avant de rentrer dans le cœur de l'histoire que tu vas me raconter, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me dire dans quel environnement familial tu as grandi? Si tu as des souvenirs d'enfance joyeux ou un peu plus nuancés? J'ai grandi dans une famille très recomposée, dans laquelle il y avait beaucoup d'amour, mais aussi, je pense, beaucoup de violence. J'ai 2 demi-frères, un frère adoptif, puis ensuite il y a eu moi, puis ensuite mes parents ont redivorcé, donc ensuite j'ai vécu avec, plutôt mon papa qui a très vite rencontré une personne qui avait 2 enfants, puis ensuite ils ont adopté 2 petites filles. En tout, on est 7, mais biologiquement, je suis fille unique. Enfin, ça fait un gros melting pot de famille avec quand même, voilà des souvenirs, marquants, soit de réunions de famille très joyeuses, mais avec un peu le côté, milieu bourgeois où on fait semblant parce qu'il faut montrer que la famille va bien. Alors que voilà, moi j'ai des souvenirs d'énormes, disputes entre mes parents, traumatisantes, ou de Noël où les cadeaux sont jetés, où il y a des vitres cassées, enfin voilà, des choses un petit peu dures et qui m'ont montré aussi une vision, on va dire de la famille ou de l'amour, assez, globalement violente, toxique et pas très saine. Ce modèle-là, en tout cas, effectivement, ce que tu as sous les yeux et ce que tu ressens pendant ton enfance, quand tu arrives dans ta vie affective et amoureuse à l'adolescence, est-ce que tu sais quelles conséquences ça a sur ta façon d'aborder cette nouvelle façon de relationner? Pas du tout. Je m'en rends compte, bien plus tard, après l'Inde et au début, je comprends pas que ce que j'ai vu ou vécu est anormal ou en tout cas pas dans la vie de famille sur des événements très particuliers. Je pense notamment avec ma maman parce que c'était, la source, des conflits au début. Donc moi, j'ai été très proche de mon papa, ça a été mon pilier pendant des années, au moment de l'adolescence. Mais du coup, je suis ressortie de tout ça, en fait, avec une sorte de pelote de laine, tout imbriqué avec plein de choses, mais sans savoir, d'où ça venait, est-ce que c'était bien ou mal? Est-ce que c'était juste mon caractère ou du vécu? Et toi, tu voyais l'amour d'une façon positive ou plutôt négative? Plutôt positive, en tout cas avec, l'envie d'en donner et d'en recevoir, mais sûrement pas de la bonne manière puisque, bah, on m'avait pas montré la bonne manière, je pense. Mais, bah, voilà, ça va un peu nourrir aussi, l'histoire d'après, j'imagine. Si on remonte à il y a quelques années, on est autour de 2 ans, hein, c'est ça, Joséphine, je crois? Oui. Au moment où tu vas faire, la rencontre, dont tu vas me parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux me dire quelle période de ta vie tu traverses? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu as quel âge à ce moment-là? Tu fais quoi? J'ai 28 ans à ce moment-là. Je suis, lesbienne depuis, 2 ans. En tout cas, j'ai fait mon coming in, 2 ans avant, donc plutôt tardif d'une certaine manière. Donc le coming in, c'est le moment où on se rend compte soi-même qu'on est lesbienne, avant de le dire aux autres, qui est le coming out. Et donc à ce moment-là, je suis dans une relation, avec une femme. On vient de se quitter, quelques mois avant, une relation, plutôt conflictuelle, enfin même très conflictuelle, pas très saine. Je perds mon papa, moins d'1 an avant, dans cette relation-là, donc ça abîme ma relation précédente, et ça m'abîme aussi. Donc je suis dans une période, où j'essaye de pas y penser, mais c'est évidemment marquant, dans ma vie. Je m'inscris aux Dégommeuses, quelques mois avant, donc au mois de septembre. Les Dégommeuses, c'est un club de foot, militant à Paris. Et donc, je découvre, ce monde, sportif, entouré, de femmes lesbiennes ou de personnes trans. Pour moi, c'est à ce moment-là, un gros pas et c'est aussi une source de beaucoup de timidité, de recherche de, ma place qui n'est pas facile. Je sais que c'est à cet endroit-là que je vais la trouver, mais j'y vais un peu à tâtons. La première fois que tu vas croiser cette jeune femme, est-ce que tu veux me raconter comment ça se passe? Je m'en souviens, on est sur le terrain de foot puisque Sarah est une joueuse des Dégos, enfin des Dégommeuses. Moi, je suis, toute timide, toute perdue. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de prénoms. J'ai peur des vestiaires, j'ai peur du terrain. Donc voilà, c'est un peu particulier. Et puis je vois cette femme qui joue, qui est assez grande, très souriante et je vois qu'à la fin du match, elle va voir tout le monde et elle tape dans les mains pour, remercier ou dire bravo ou voilà, faire un petit geste et donc tout de suite, je me dis: «Ah ça fait du bien, ça réchauffe»
Et c'est juste ce qui se passe ce jour-là. Physiquement, elle renvoie quelque chose de particulier? Parce que le premier abord, la première connexion qu'on a avec une personne, elle est d'abord au niveau de l'apparence. Physiquement, elle te renvoie quelque chose en particulier? Oui, elle me renvoie de la joie et de la chaleur humaine, mais rien de plus. Moi, je suis avec quelqu'un que j'aime. Je suis vraiment très timide dans cet environnement. Et donc, je regarde tout le monde de très loin. Et voilà, avec un regard très feutré, quoi, un peu petite. Est-ce qu'il y a un événement particulier au sein de l'association qui fait que tu vas pouvoir entrer en contact avec elle? Alors, il y en a plusieurs. Il y a un événement où sur le terrain, à un moment, elle me parle. Je joue. Elle est défenseuse dans l'équipe et c'est une très bonne défenseuse. Elle joue. Et puis, moi, bon, là, c'est du foot un peu technique, mais je monte pour aider au milieu de terrain. Je redescends un peu lentement. On prend un but. Je suis assez fragile à ce moment-là dans ma vie parce que ma relation est très conflictuelle et très toxique et violente. J'ai perdu mon papa, je suis un peu perdue, enfin voilà, je me sens un peu perdue et fragile. Et donc là, elle me dit, bah, ce but-là, il est pour toi, pour sous-entendre que c'est de ma faute. Et je le prends pas bien du tout. Et je rentre chez moi en me disant, c'est censé être une équipe bienveillante, où on fait pas de remarques, on accueille tout le monde malgré son niveau. Et là, ça m'a piqué, ça a piqué mon ego, ça m'a pas fait du bien. Ça arrive une fois, c'est pas dramatique. Ensuite, il y a un événement qui s'appelait une queer food. Donc, l'idée, c'est d'aller dans un lieu, de cuisiner pour les gens et ensuite, eux, ils payent librement, comme ils le sentent par rapport à ce qu'ils ont mangé, par rapport au service. Et nous, on le reverse soit à une association, soit on l'utilise pour la nôtre. Donc là, c'était le cas. Et donc, moi, j'y participe. Je suis vraiment au plus mal dans ma relation. Ça fait 3 fois que la personne avec qui je suis me quitte. Et là, d'un seul coup, j'ai un moment de joie toute cette journée-là qui me fait un bien fou. On est le 12 février et je cuisine toute la journée. Ensuite, je sers et Sarah est là et en fait, on rigole beaucoup toute la journée, toute la soirée. Je rigole avec d'autres femmes aussi. Je me dis, je suis bien là, ça me fait du bien. Enfin, j'ai l'impression que cette journée était une caresse et Sarah était là, mais il se passe toujours rien de plus parce que moi, je suis encore dans ma relation et j'ai beaucoup de mal à partir. Et c'est la fois d'après où là, la caresse va être un peu plus importante. Elle a quelque chose de différent des autres à tes yeux à ce moment-là? À ce moment-là, je pense que ce qui se dégage d'elle, c'est toujours ce rire, cette joie, le fait que ce soit fluide. Et c'est tout ce que n'est pas ma relation, mais j'ai aussi ça avec d'autres personnes de l'équipe à ce moment-là. Donc il n'y a pas ce côté où elle sort du lot. Juste, cette femme me fait du bien, mais ce moment me fait du bien entourée d'autres femmes lesbiennes. C'est juste ça à ce moment-là. Bah là, il y a un grand virage, c'est que je quitte ma compagne à ce moment-là, 6 jours après la queer food. On est tellement épuisés de la toxicité et donc là, il y a une crise à distance qu'elle me fait par message. Moi, je dis là, si tu te rends pas compte qu'il y a un vrai souci, parce qu'en fait, là, je viens de percuter après 1 an et demi qu'effectivement, ce n'est pas normal. J'ai mis un peu de temps. Je dis voilà, si tu te rends pas compte qu'il y a un souci, je préfère que tu ne reviennes pas vers moi. Et ça s'est juste arrêté comme ça, après 1 an et demi, et avec un vécu pas facile pendant cette année-là, notamment avec le décès de mon papa. Et donc, ça se termine un peu de manière bizarre. Et là, s'ensuit, effectivement, il y a toute la période des manifs contre la réforme des retraites, donc j'en fais une. Il y a la manifestation du 8 mars, 10 mars, enfin, toute cette période-là pour les manifs féministes. Et ensuite, il y a un jour où moi, je joue au foot avec les dégommeuses et je me fais une rupture des ligaments croisés. Et donc là, je vais avoir plein de dégommeuses qui vont être hyper présentes pour moi. Et donc, je vais avoir un élan d'amour dont je manquais depuis 1 an et demi qui me fait énormément de bien. Sarah n'est pas vraiment là. Et puis, en fait, je continue à aller en manif avec une jambe de Robocop pour les ligaments croisés, mes béquilles, parce que moi, je suis militante, que c'était important. Très entourée. Et à une fin de manif où ça chauffe un peu, Sarah arrive. Elle était là avec une amie que je croyais être sa compagne. Donc, c'est assez drôle. Parce qu'elle se tenait par la main, mais elle se tenait par la main pour se protéger dans la manifestation. On met la main sur l'épaule en me disant, bon, bah voilà, maintenant, je suis ton bodyguard. Ce que j'ai pensé à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Et parce qu'en fait, j'avais retenu ce qui s'était passé sur le foot. Et donc, je me suis dit, elle fait des remarques. Et puis ensuite, elle vient me faire une accolade alors qu'on ne se connaît pas si bien.
Et puis ensuite, on se retrouve à 3 à se faire nasser, entourés par les flics, ça brûle, il y a du gaz lacrymo, et cetera. On rit, en même temps, on a peur, on se tient la main et on essaye de s'enfuir. À ce moment-là, en rigolant, on dit qu'on a vécu un peu le Vietnam ensemble. C'était drôle. Et en fait, on retrouve toutes les dégommeuses qui sont dans un café où on se retrouve souvent en fin de manif. Et on y va. Et nous, on avait pris un shoot d'émotions. On avait besoin d'en parler. Donc, on avait envie de raconter. Et puis, assez vite, on dit, ah oui, on a vécu ça, on a vécu ça. Et en fait, personne ne nous écoute. Donc, je pense que pour d'autres qui ont l'habitude de manifester, c'est des choses qui arrivent assez régulièrement. Et nous, on s'est retrouvés un peu bêtes avec notre histoire et toutes nos émotions. Et ensuite, on a passé la soirée avec son amie, donc Clémence, qui n'était pas du tout sa copine, et moi. Et en fait, on enchaîne les verres et surtout, on rit, mais on rit toute la soirée jusqu'à 1h30 du matin, à avoir évidemment bu trop de verres. Mais c'était joyeux et moi, je n'avais pas ri comme ça depuis très longtemps. Et la soirée se termine comme ça. Elle rentre en Uber, moi, je rentre en vélo et ça s'arrête comme ça. Tu as son numéro de téléphone? Oui, je crois qu'on l'échange. Le lendemain, elle part 3 jours voir une amie qui est en fait la copine de Clémence. Donc c'est drôle, à Saint-Raphaël, je crois. Et on s'écrit pendant le week-end, mais on ne sait pas si c'est de l'amitié, si c'est de la drague, si on ne sait pas trop, mais c'est agréable et c'est joyeux. La relation, elle prend quand même une tournure un tout petit peu différente là. On est d'accord? Oui, en fait, on se rend compte que ça match, que quand on se parle, il y a du rebond, qu'on a la même manière de communiquer et que du coup, soit ça va découler sur une super amitié, soit il va y avoir quelque chose en plus. Moi, je me dis toujours qu'elle me fait cet effet waouh de joie, de rire, de bon. Mais en tout cas, j'ai jamais eu de coup de foudre physique pour Sarah au début. C'est venu parce que j'ai aimé sa personnalité et parce qu'elle me rendait heureuse dès le début. Elle m'apportait cette joie. Et c'est après où là, en voyant que ça matchait par message, là, je me suis dit, en fait, elle me fait quelque chose, j'ai envie de la revoir. Est-ce que tu vas lui proposer quelque chose pour la revoir ou est-ce que les circonstances vont faire que vous allez vous retrouver? Comme c'est la période où il y a un gros enchaînement de manifs, il y en a quasi 2 par semaine à ce moment-là parce que la réforme des retraites est terrible. Moi, je fais un peu toutes les manifs et ça me fait du bien aussi de sortir et de voir du monde avec les ligaments. C'est pas hyper conseillé, mais c'est pas grave. Et donc là, je vais à une manifestation et elle me rejoint à la fin. On va boire un verre dans un bar qu'on affectionne beaucoup avec les dégommeuses. Ça s'appelle le Bonjour Madame, qui est un bar lesbien. En fait, on se taquine un peu toute la soirée et en fait, à un moment, moi, je commence à sentir que en fait, j'ai envie de l'embrasser, mais je suis très timide. Et tout ça se fait très lentement. Donc, à un moment, je lui passe mon pull parce qu'elle a froid. Je lui propose des futurs dates, mais un peu comme si de rien n'était, mais déjà des dates un petit peu engageants. Donc, je lui propose un cinéma un dimanche matin. Donc, ça, c'est plutôt, on va dire, classique. Et puis, je lui propose un week-end à Saint-Malo parce que j'ai une chambre d'hôtel pour X raisons que j'ai en trop. Et donc, je lui propose un week-end là-bas, ce qui est un petit peu rapide, mais moi, je voyais ça comme quelque chose de très amical à ce moment-là. Et en fait, Sarah a déjà une maison à Saint-Malo, et donc me le dit pas. Voilà, ça nous a fait rire après, parce que je l'ai appris quelques jours plus tard. La soirée continue, se passe, et puis les verres s'enchaînent. Et moi, au bout d'un moment, je sens que le verre d'après sera celui de trop, et j'ai envie de faire les choses quand je fais encore bien. Je la regarde à un moment, on est dehors, on fume une cigarette, et je lui dis, en fait, je crois que j'ai très envie de t'embrasser. Est-ce que je peux ? Et là, quelque chose de terrible se passe, c'est qu'elle me dit oui, mais pas maintenant. Et moi, je n'entends pas la seconde partie de la phrase, j'entends juste le oui. Et donc, je l'embrasse. Et en fait, elle voulait pas que toutes les dégommeuses nous voient et être, parce qu'elle était un peu timide. Et donc, ça n'a pas marché. Et voilà. Je sais pas trop ce qui va se passer après. Je suis un peu moi-même surprise par ce qui est en train de se passer parce que c'est si soudain. Je cherchais pas du tout à rencontrer quelqu'un à ce moment-là. Au contraire, j'avais besoin d'être seule. Et c'était la première fois que j'arrivais à me dire ça dans ma vie. Et d'un seul coup, je me fais un peu faucher par quelque chose qui est en train d'arriver. La soirée continue, c'est joyeux, c'est sympa. On essaye de se cacher
pour pas que tout le monde le sache, parce que nous, on sait pas non plus ce qu'on est et ce qui va se passer. Et puis là, c'est un peu moins drôle, mais il y a une descente de police au bar. Et donc, il y a un moment assez violent où ils prennent 2 amis à nous dans une voiture qu'ils embarquent. Ils essayent de nous rouler dessus. Ils balancent de la lacrymo dans le bar. Donc, c'est assez violent. Ensuite, tout le monde pleure parce qu'évidemment, on a de la lacrymo partout dans les yeux. Il y a des gens qui se sont fait abîmer par la voiture parce qu'ils ont vraiment démarré alors qu'on était devant. Pas facile. Et donc, on se retrouve là-dedans avec Sarah. On prend soin l'une de l'autre et on finit par se dire qu'on va rentrer ensemble. Donc, on rentre chez moi et on dort ensemble. Pendant cette nuit, il se passe quelque chose de physique entre vous? Oui. Donc, c'est une nuit d'amour, quoi. Oui, oui, complètement. Et puis, en fait, je pense que c'est une nuit où, sans le savoir, on tombe amoureuse, mais en tout cas, il se passe quelque chose de fort. On ne sait pas. Enfin, c'est comme un début de relation, quoi. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas si ce sera juste un one-shot charnel ou une amourette. On ne sait pas. Mais on sait qu'on a envie de se revoir, ça, c'est sûr. Toi, à ce moment-là, dans ta tête, comme tu le dis si bien, tu es dans une période de ta vie où c'était pas du tout prévu que tu te remettes avec quelqu'un. Tu avais même plutôt envie de rester un peu seule, de prendre des distances et de réfléchir. Elle déboule comme ça dans ta vie. Est-ce que toi, du coup, ça te bloque ou au contraire, tu lui fais suffisamment confiance pour te dire, OK, on peut tenter un truc? C'est la première fois que je tombe amoureuse de quelqu'un, ou en tout cas que je ressens quelque chose pour quelqu'un à ce stade, parce qu'au début, c'était pas des sentiments amoureux, de quelqu'un qui va bien, qui est joyeux et qui a l'air de pas avoir de grosses cicatrices dans la vie. Ce qui était globalement quelque chose qui m'attirait beaucoup avant. J'ai même parfois dit à des gens, en fait, tu vas bien, t'es pas écorché, tu ne m'intéresses pas. Donc pour dire à quel point j'étais un petit peu abîmée. Et là, d'un seul coup, aussi parce que j'ai fait du travail, moi, de mon côté, il y a ça qui se passe. Et donc, pour moi, c'est très important. Et donc, je sens qu'il faut faire de la place. Moi, j'avais plutôt envie, voilà, soit de rien, soit de profiter de la vie. Donc, en tout cas, pas d'engagement. Et puis, en fait, c'est tellement joyeux, c'est tellement agréable de la voir, de la revoir, que ça se fait naturellement. Je me pose pas la question à ce moment-là. Juste, elle me fait du bien. J'ai l'impression de lui faire du bien. Et donc, avançons. Comment va se développer la relation avec Sarah, après cette première nuit? Est-ce que ça va aller très vite ou est-ce que, tu vas sentir que tu tombes très vite amoureuse ou les choses vont prendre un peu plus de temps? Je sais pas si c'est vite ou pas vite. On se voit 2-3 fois, par semaine à ce moment-là. Ça se passe toujours très bien, souvent avec des amis à elle, puis ensuite avec mes amis, les 2 se rencontrent. On parle très vite de vacances puisque elle est prof, elle va en avoir au mois d'avril et puis moi je suis j'en avais prévu aussi il me semble et donc en fait en avançant enfin elle me propose un théâtre et moi je lui ai proposé des vacances donc ça a été très vite enfin c'est quelque chose qui est ensuite dont on arrive parce qu'elle m'a dit mais t'avais l'impression de me proposer le même degré d'activité alors que tu me proposais quelque chose de beaucoup plus engageant et en fait elle était prête donc on est parti 5 jours faire le tour de Belle-Île ensemble moi sans ligament et elle en portant les 3/4 des affaires mais c'était génial. Belle-Île en stop? Non, Belle-Île à pied tout le tour en rando et donc on se connaît pas bien, ça fait 3 semaines qu'on se fréquente. On part en vacances ensemble dans un environnement où on va se retrouver sous la tente, un peu roots. Donc c'est un petit pari et en même temps on est très confiante et à raison puisque ça se passe très très bien. Et donc on fait quand même un restaurant un soir et ce soir-là on se dit toutes les deux qu'on est amoureuses. J'adore Belle-Île. Je vous imagine là-bas en train de marcher. C'est un de mes endroits préférés sur la terre. Ouais, bah ça fait partie aussi de nos endroits, ouais. Si vous vous déclarez un peu votre amour, est-ce que du coup, derrière, la relation devient une relation de couple officielle? Vous commencez des projets ensemble? Oui, on sait qu'on est dans une relation, mais ça on se l'était déjà dit, je crois, assez rapidement, qu'on préférait qu'elle soit exclusive. Et ensuite, on parle pas forcément de projet tout de suite, mais moi il y a mon opération et Sarah me dit qu'elle sera là, donc c'est quand même assez important. Et aussi il y a quelque chose d'important, c'est qu'au moment où je rencontre Sarah, elle me dit qu'elle part déménager à Rennes. Sauf que avant qu'elle me dise ça, je lui dis que mon rêve, c'est d'aller vivre en Bretagne.
Donc là, il se passe quelque chose nos projets matchent. C'est assez incroyable. On est amoureuses l'une de l'autre et toutes les deux amoureuses de la Bretagne. Et donc, je sais qu'elle va déménager. On sait qu'on va vouloir vivre ensemble parce que en tant que bonne lesbienne, au bout de un mois, on en a déjà très envie. Mais on se dit qu'on va prendre le temps pour que moi, je termine ma vie professionnelle à Paris et ma vie sociale pour emménager plus tard avec elle. Et donc, voilà, on a des projets pour habiter ensemble, on a des projets de vacances, on a des projets de vie, mais ça, on en parle un peu plus tard parce que on va pas en parler tout de suite. Et puis voilà, ça se fait en fait très naturellement. Aujourd'hui, vous habitez ensemble à Rennes. Tu es partie vivre à Rennes ou pas, finalement? Oui, j'ai emménagé cet été. Et donc, après un an de relation à distance, aujourd'hui, je suis à Rennes et on habite ensemble avec Sarah. Ok, génial. À ton avis, qu'est-ce que Sarah t'a apporté à ce moment-là particulier de ta vie où tu vivais une relation, comme tu dis, toxique, violente, qui te faisait du mal, et tu découvres cette femme en fait que tu décris comme quelqu'un de très joyeux et de très empathique, j'ai l'impression. À ton avis, qu'est-ce qu'elle t'apporte à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle change dans ta perspective et dans ta façon de voir les choses? Au début, je pense que c'est pas elle qui change quelque chose, c'est moi qui ai changé. Et c'est aussi pour ça que je tombe amoureuse d'elle, parce que c'est quelqu'un de solaire, solide, sain et qui va bien. Et ça change tout sur la relation, parce que moi, ça m'apprend que c'est possible, que je peux être cette personne qui est en couple de manière saine, ce qui n'empêche pas d'avoir encore des choses à travailler, évidemment, parce qu'on ne sort pas de trauma aussi rapidement. Elle me montre que l'amour, c'est beau, que c'est doux, surtout. Chose que j'avais jamais éprouvée avant, de la douceur. C'est pas trop ce qui caractérise mon parcours de vie. Et donc là, j'apprends ça avec Sarah, et ça fait du bien. Ça fatigue moins. C'est agréable. Et puis, j'apprends aussi à construire, mais doucement, posément. Avant, j'avais l'envie de construire, mais je pense parce que je savais déjà que mes relations n'allaient pas bien. Et donc, je voulais aller vite pour me rassurer. Et là, je ressens pas ce besoin-là. Je n'ai pas besoin d'être rassurée. Je me sens en sécurité dans ce couple. Et ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que en fait, le déclic, le facteur déclencheur pour aller vers cette relation saine, comme tu dis, et donc différente de ce que tu vivais avant, il vient de toi. C'est toi qui a changé de matrice. C'était uniquement la prise de conscience après ta relation toxique et qui t'avait fait trop souffrir, ou est-ce qu'il y a autre chose? Je pense qu'il y a autre chose. J'ai commencé un travail, un accompagnement psychologique au moment du décès de mon papa. Et j'étais en plein dans ma relation précédente. Donc j'ai pu parler de tous ces sujets. Effectivement, je ressentais le besoin d'aller vers du beau, d'arrêter de chercher des choses qui sont violentes. Mais aussi, je pense que je me mettais beaucoup de pression pour montrer que ça allait, que mes couples allaient bien. Et donc de pas lâcher. Il m'est arrivé de quasi supplier pour pas qu'on me quitte, alors que je souffrais dans la relation énormément. Et je crois que le décès de mon papa, d'une certaine manière, m'a fait du bien, m'a enlevé toute cette pression de devoir prouver que je réussissais dans la vie. Et parce qu'en fait, je réussissais pas du tout, je faisais semblant que je gérais pour montrer, je pense aussi que, parce que je viens d'un milieu assez bourgeois et classique, que même en étant lesbienne, j'étais encore dans des cases. Et donc, il fallait que je sois dans une relation qui marche, qui dure, alors qu'en fait, c'était pas ça. Et que j'aurais dû m'en rendre compte au bout d'un mois. Et là, j'ai plus ce sentiment-là de faire semblant. Parce qu'en fait, j'ai rien à prouver à personne. Et si jamais ça marche pas, ou que d'un seul coup, la relation se transforme en quelque chose de malsain, je pense que je suis maintenant capable de dire je m'en vais. Parce que je suis capable d'être seule et de m'aimer seule. Ça me rappelle un des tout premiers épisodes de Crush avec Adrien, je crois que c'est l'épisode 6, où il y a un mécanisme un peu similaire. Il est gay aussi, Adrien. Il perd ses parents. Et c'est pareil, il a un peu décrit le phénomène de la même manière que toi, où il dit qu'en fait, en perdant ce jugement, je le dis pas du tout de façon péjorative par rapport à ton père et par rapport aux parents d'Adrien, mais en perdant ce regard
on s'autorise effectivement à sortir des cases pour aller chercher quelque chose qui nous convient mieux. Je trouve ça assez fascinant comme phénomène. Et là, c'est ce que tu décris, en fait. Tu t'autorises, en fait, à aller explorer quelque chose en faisant un travail sur toi-même aussi. Et je trouve que c'est tellement important pour mieux comprendre ce que tu ressens, pour comprendre tes émotions. Et tu vas trouver un espace, en fait, où tu vas avoir tout ça en même temps. Tu vas avoir et ta liberté d'être toi-même et être capable d'identifier ce qui te fait du bien et ce vers quoi tu as envie d'aller. Ouais, exactement. Enfin, c'est marrant que tu aies déjà entendu ça, parce que moi, ça m'a fait ça, mais pas seulement sur l'aspect amoureux ou vie de couple, mais aussi sur l'aspect professionnel. Ça faisait 10 ans que je voulais être photographe et que mon père me disait que j'y arriverais pas. Et il est parti et je suis devenue photographe. Pas par ego de tu n'es plus là, je vais le faire, mais ça s'est fait tellement naturellement en fait, je n'ai plus peur de l'échec. Alors que j'avais peur de ça pendant 10 ans. Et d'un seul coup, voilà, il y a un poids qui s'en va je me sens beaucoup plus libre. Pour autant, je l'aimais, c'était un pilier dans ma vie, mais paradoxalement, ça m'a fait du bien. Ouais, c'est fou, c'est fou. Je me retrouve beaucoup dans la relation que tu décris avec ton papa. Et c'est vrai que c'est très complexe comme relation et comme mécanisme, en fait, psychologique. Toi, aujourd'hui, Joséphine, quand tu regardes cette histoire, aujourd'hui, tu es heureuse, tu es en couple avec Sarah, tu as trouvé ton espace, un espace où tu sembles avoir trouvé vraiment ton épanouissement personnel à ses côtés, dans votre histoire, mais aussi de façon indépendante et autonome. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire aux auditeurs de Crush, qu'ils soient en couple, célibataires ou en train de faire une rencontre, qui peut les aider à prendre soin de leurs émotions et à trouver en fait cet espace d'épanouissement? C'est pas facile, c'est les conseils qu'on m'a donnés et que j'ai pas été capable d'entendre parce que j'étais sûrement pas prête à une époque. Les red flags, ça existe et c'est important de les voir et de partir. On est bien mieux seul que mal accompagné. Ça fait un peu adage facile, mais il y a des relations que j'aurais dû quitter bien plus tôt et j'aurais eu beaucoup moins de traumatisme après, mais je les aimais trop. Et je pense que je m'aimais pas assez. Et donc, il faut se chérir soi avant la relation. C'est le plus important. Moi, c'est ce que j'ai appris là. Avant, je mettais la relation sur un piédestal et moi en dessous. Et je pense que l'inverse est important. Et c'est pas égoïste. C'est sain de faire ça. Merci Joséphine pour cette introspection que je trouve ton témoignage très généreux et très, très touchant. Ta sensibilité me touche beaucoup. Est-ce que, juste avant de conclure, tu as envie de laisser un petit message à Sarah, si tu le sens, hein? Je pense que Sarah serait gênée et un peu timide, mais elle sait ce que je pense, elle sait ce que je ressens et elle sait les projets qu'on a et surtout elle sait que c'est elle et j'ai envie que ce soit pour la vie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay. You know why? Today's my day. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna... Only Boost Mobile. Boost Mobile We'll give you a free year of service. Free year? When you buy a new 5G phone. New 5G phone? Enough. But I'm your hype man. When you purchase an eligible device, you get $25 off every month for 12 months with credits totaling 1 year of free service. Taxes extra for the device and service plan. Online only.